Merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter cette présentation à la place de Michel Malaret, qui s'en excuse encore une fois. Malheureusement, il a des obligations qui l'ont retenu, et donc il m'a demandé de faire cette présentation à sa place. Et la question qui lui a été posée, j'espère que je serai digne de sa confiance, la question qui lui a été posée était donc, existe-t-il une prédisposition génétique à développer une addiction aux antalgiques? Alors on va voir les éléments de réponse qui vont être donnés. Je vais essayer donc de ne pas trahir les messages que souhaitait faire passer Michel Malaret. Alors, comme vous le savez, donc l'addiction, c'est une triple interaction. Et finalement, ce que je vais vous décrire là, et ce qui a été décrit, vous voyez finalement qu'il y a des communautés extrêmement importantes donc, de la phénoménologie, que ce soit donc dans les addictions aux produits illicites ou finalement aux médicaments. Et on va retrouver finalement cette triple interaction entre un sujet, bien entendu, un produit, ici donc les médicaments, dans un contexte particulier. Et ces éléments ont déjà été évoqués à plusieurs reprises par les précédentes communications. Et alors, quel est le rôle justement de la génétique? Quelle est l'influence de la génétique donc, dans cette addiction aux antalgiques opiacés? Alors, il est évident que la réponse est d'emblée oui, mais qu'il existe bien d'autres facteurs. On verra qu'il existe notamment des déterminants physiologiques, les pathologies, dont on va voir, puisqu'on va traiter la douleur. On est dans le cas notamment donc, de patients parfois douloureux, puisque ce sont des médicaments qui sont initialement prescrits pour ça. Et bien entendu, on verra aussi donc, les interactions médicamenteuses, le métabolisme, et on va voir dans quelle mesure tout ça peut finalement conduire à cette addiction, comment ça peut donc interagir. Et vous voyez qu'on va retrouver, bien entendu, tous les éléments que l'on peut décrire donc, dans la problématique addictive classique, et un certain nombre d'éléments vont, vous voyez, modifier la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du médicament. Et on va voir que tous ces éléments qui peuvent modifier cette pharmacodynamique et cette pharmacocinétique vont pouvoir favoriser, bien entendu, aussi le développement de cette addiction. Alors, on ne va pas faire la neurobiologie des addictions, mais vous voyez qu'on a bien donc, cette voie de la récompense qui est activée, bien entendu, on le sait. Donc, en cas d'auto-administration de la morphine, c'est absolument non spécifique. On le retrouve avec d'autres produits, que ce soit ici, vous voyez, donc, les psychostimulants, amphétamine, cocaïne, ici, donc, la nicotine, et bien entendu, la morphine, de manière dose-dépendante, vous entraînez une libération donc, de dopamine dans le circuit de la récompense. Et cette libération de dopamine dans le circuit de la récompense, notamment donc, dans l'œil accumbens, est assimilé, on va dire, associé à la sensation de plaisir, à l'effet euphorisant, et qui va entraîner un renforcement positif qui fait que vous allez reprendre à nouveau le médicament. Alors, on va voir donc la part de la génétique dans la survenue de cette addiction, quels sont les aspects de l'addiction aux antalgiques opiacés dans lesquels la génétique va intervenir, et on sait très bien que nous sommes la résultante finalement de notre héritage génétique, de notre patrimoine génétique et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et on va voir dans quelle mesure eh bien, cette interaction va conditionner donc, la réponse aux substances et notamment aux antalgiques opiacés. Pour montrer donc, ce travail qui a été publié à l'époque par Anthony en 1994, donc la dépendance dans la population américaine, où on voit finalement ici donc l'héroïne, donc 23%. Donc si on prend 100 individus, il y en a 23, un quart qui va présenter, donc qui va développer une dépendance à l'héroïne. On regarde donc les analgésiques ici, vous voyez, c'est 9-10%. Mais bien entendu, il faudra réactualiser, bien entendu, ce travail, puisque les choses ont évolué, vous l'avez vu. Donc, on va voir notamment avec l'accès aux produits. Vous savez très bien que plus les produits vont entraîner une activation importante, plus ils vont se retrouver vite dans le sang et plus ils vont activer justement ce système de la récompense, ce système renforçant, et plus le risque de développer une addiction est importante. Eh bien, vous voyez, avec justement l'arrivée de médicaments qui ont justement une pénétration plus importante dans la circulation sanguine, qui vont avoir une action beaucoup plus rapide et plus importante au niveau cérébral, eh bien, le risque d'accrochage va être plus important. Donc on voit finalement, donc, avec l'arrivée de nouveaux produits, on voit finalement changer le panorama des consommations des utilisateurs, donc l'accès aux produits et la modification de la pharmacodynamique, la pharmacocinétique. Donc au final, comme toujours, ce qui fait l'addiction, ce n'est pas le produit, mais l'usage qu'on en fait. Et si par exemple vous achetez donc un lave-vaisselle et vous lavez effectivement votre linge, eh bien non seulement vous allez abîmer votre linge, mais aussi vous allez abîmer votre lave-vaisselle. C'est pas pris en compte par la garantie. Donc même avec toutes les précautions que vous pouvez prendre, même si effectivement vous faites donc des formulations de médicaments avec toutes les précautions nécessaires, il y aura toujours un risque de dérive comportementale, et on le voit notamment avec des médicaments qui vont finalement entraîner donc l'accrochage, comme peut le faire notamment l'héroïne.
Alors, cette prédisposition, donc, on va voir différents éléments. Il y a la génétique, mais on va voir qu'il y a aussi l'épigénétique, une possibilité de transmission transgénérationnelle, indépendamment de la génétique, et on va voir aussi et de l'épigénétique. On verra bien entendu la pharmacogénétique, justement, qui va conditionner le métabolisme des médicaments, et l'existence ou pas de pathologie, donc lorsque le médicament va être prescrit. Puisque ça a été évoqué, nous sommes quand même dans un contexte antalgique, on va prescrire des médicaments, et ce qui a été dit par Nicolas Authier, lorsqu'il y a une douleur, notamment une douleur cancéreuse, le risque de développer donc une addiction est moindre. Et on va voir qu'effectivement, il existe des arguments expérimentaux qui montrent que ce risque peut être diminué. Alors, la génétique, vous voyez, donc, on le sait très bien, la réponse, la variabilité, donc du moins la sensibilité aux opioïdes, eh bien, elle est différente en fonction des individus. Nicolas Authier, en introduction, l'a très bien dit, certaines personnes avec un comprimé donc, codéiné vont ressortir des effets, et d'autres, eh bien, ça veut uniquement gérer donc, la douleur. Eh bien, pour comprendre l'existence potentielle donc, de facteurs de risque, une vulnérabilité génétique, il y a eu comme ça un travail qui a été publié par Nishikawa dans Biological Psychiatry, récemment, 2012, et ils ont fait donc un génotypage, ils sont allés rechercher donc un polymorphisme génétique, et ils sont aperçus qu'il existait au niveau du chromosome 2 eh bien, donc, un polymorphisme particulier associé à une moindre sensibilité aux opioïdes. Alors comment elle se traduit? Elle se traduit notamment par, vous voyez, donc lorsqu'on utilise du fentanyl opératoire, eh bien, il faut, notamment, et post-opératoire, donc il faut une dose plus élevée de fentanyl. Alors voilà, donc on voit ici, c'était donc des patients qui avaient deux types de chirurgie, une chirurgie donc maxillaire et puis une chirurgie abdominale, et on s'aperçoit que lorsqu'on a, vous voyez ici les allèles CC, eh bien dans les deux cas, il faut des doses de fentanyl plus importantes, donc une moindre sensibilité de l'opioïde pour traiter la douleur. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'a montré Nicolas Authier en introduction, c'est que finalement, vous avez vu que les phénomènes à la fois algiques et les phénomènes, donc, on va dire, donc de dépendance, notamment les phénomènes addictifs, eh bien, il y a une communauté. Et ce qui est très intéressant, non seulement ce sont des patients qui sont moins sensibles à la douleur, mais lorsqu'on regarde, lorsque vous avez donc l'allèle CC, vous voyez finalement, donc, ces allèles sont moins souvent associés, donc, avec des problèmes d'alcoolodépendance, des troubles du comportement alimentaire, donc ce qui montre que finalement, non seulement vous êtes moins sensible à la douleur, mais vous avez une moindre vulnérabilité pour développer donc, un trouble de type addictif. Lorsque vous avez des gènes, ils sont ensuite transcrits, eh bien, la régulation de l'expression génique est elle aussi déterminée sur le plan génétique. Et ici, on voit par exemple que l'activité du locus ceruleus, qui est une structure donc, impliquée notamment dans la régulation du stress, eh bien, voyez, donc, elle est modifiée par la morphine. Et cette action, eh bien, elle passe notamment donc, par CREB, et notamment aussi, donc, voyez ici, par delta phos B, qui intervient donc dans les modifications comportementales donc des patients qui ont un trouble addictif. En effet, donc, parmi les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi donc, finalement, le trouble addictif perdure, eh bien, vous voyez que des modifications d'expression de certains gènes d'expression précoce, ici delta phos B donc, est une forme particulière donc, de phos, a une expression durable pendant et après l'administration chronique d'une substance, et c'est associé justement à un effet comportemental, à une recherche donc, de produits. On va dire la génétique, l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est cette fois-ci donc notamment l'environnement qui va aller modifier. Donc en gros, donc vous avez un héritage génétique et finalement, donc c'est comme si vous aviez un livre et la lecture de ce livre va être différente donc en fonction des contextes, sans changer le livre. Donc on n'a bien aucune modification donc des séquences nucléotidiques, mais par contre on voit qu'il va y avoir des modifications donc au niveau donc des gènes à travers donc des phénomènes de méthylation, d'acétylation, de picutinylation, et c'est transmissible donc à une génération et c'est potentiellement réversible. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire finalement donc quelqu'un qui a potentiellement consommé donc des produits va pouvoir finalement donc transmettre des modifications à sa descendance.
Et vous voyez que l'épigénétique, elle a été recherchée donc avec les consommations de drogue, et on voit ici, donc on peut entraîner, vous voyez, des modifications prolongées d'expression génique et qui sous-tendraient justement donc les comportements à long terme. Et on voit ici, par exemple, qu'on peut avoir des gènes qui sont dans un phénomène donc de régulation augmentée en cas d'exposition aux drogues. Ici, avec la cocaïne, on voit ici, vous voyez, donc différentes situations, une prise aiguë, une prise répétée ou avec sevrage. Donc on voit bien qu'on a bien une modification, vous voyez, donc d'expression des gènes en fonction de ces différentes situations. Je ne vais pas m'attarder donc sur ces modifications, mais vous voyez par exemple que la cocaïne, via justement donc les modifications de delta phosphB, peut entraîner soit des activations de certains gènes, soit au contraire donc inactiver d'autres gènes. Donc vous voyez que la prise donc, de produits peut entraîner un certain nombre de modifications sur le plan génétique. La transmission transgénérationnelle, on vient de le voir, c'est la génétique, c'est l'épigénétique, mais il peut y avoir aussi d'autres phénomènes. On voit ici, donc, il peut y avoir d'autres facteurs, notamment des facteurs nutritionnels, des facteurs de maternage, qui peuvent expliquer ces modifications. Alors, une expérience qui a été faite avec des rats femelles qui ont été exposés entre guillemets à l'adolescence. On voit de plus en plus finalement un accès donc aux produits, notamment donc aux médicaments opiacés dans notre société. Et là, ce sont des animaux qui ont été exposés donc entre le 30e et le 40e jour de leur vie, et ensuite ils ont été donc il y a eu donc un accouplement au 60e jour avec des mâles, et il y a eu une portée. On a ici donc la première génération, et ce qui est très intéressant, c'est que donc la descendance de ces femelles qui ont été exposées à un moment donné à la morphine, eh bien, regardez, donc ce qui est très intéressant, c'est que d'abord uniquement chez les rats mâles, une plus grande sensibilité donc à la morphine. Lorsqu'on regarde donc l'effet de la morphine, on s'aperçoit qu'il y a une plus grande sensibilité donc aux effets de la morphine. Donc ça c'est intéressant, vous voyez, donc c'est bien donc des particularités qui ont été transmises donc à la nouvelle génération. Et lorsqu'on regarde cette fois-ci la tolérance, eh bien à nouveau ces animaux donc mâles dont les mères ont été exposées donc à la morphine développent une tolérance. Donc une modification de réponse en termes de réponse analgésique et de développement de tolérance lors d'une consommation chronique. Qu'en est-il toujours donc dans le même type d'expérience donc concernant les phénomènes locomoteurs? Vous savez, donc les agonistes dopaminergiques des récepteurs D2-D3 peuvent entraîner donc des modifications donc de l'activité locomotrice. Eh bien, on s'aperçoit que chez ces animaux, donc dans la descendance, eh bien l'inhibition de la locomotion induite par l'agoniste dopaminergique est diminuée donc par l'antagoniste dopaminergique. On a au contraire une augmentation de sécrétion de corticostérone, donc une hormone du stress qui est l'équivalent chez le rongeur au cortisol chez l'homme, une augmentation de récepteurs dopaminergiques D2 et, comme l'a évoqué donc, il y a un instant Philippe Lac, l'implication du système kappa avec la dynorphine, et bien ici une augmentation de récepteurs kappa. Donc vous voyez que finalement on a bien donc un certain nombre de modifications dans la descendance donc, lorsque finalement la mère a consommé donc, des opioïdes. Le facteur nutritionnel, eh bien, on s'aperçoit aussi à travers donc, ces travaux qu'il peut y avoir donc, des modifications finalement. Donc, lorsqu'on parle de modifications transgénérationnelles, eh bien, est-ce que finalement, lorsqu'on mange moins bien, eh bien, on est plus à risque? Eh bien, vous apercevez finalement que là aussi, donc, si l'animal est moins bien nourri, notamment la mère s'en est moins bien occupée, eh bien, on s'aperçoit donc la sensibilité à la morphine va se modifier. On voit ici, par exemple, voyez, donc avec l'administration de morphine, ici donc l'activité locomotrice, et on s'aperçoit que les animaux qui étaient moins bien nourris eh bien, ont progressivement une sensibilisation plus importante vis-à-vis de la morphine. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Et lorsqu'on regarde donc à 48 heures après la dernière administration donc, de morphine, on donne de la cocaïne, on s'aperçoit que chez les animaux qui sont mal nourris, eh bien, ils ont aussi une hypersensibilité à la cocaïne. Donc on voit qu'il existe un certain nombre de modifications qui vont entraîner justement donc, une plus grande sensibilité à ces produits.
Encore, vous voyez, donc un élément transgénérationnel, eh bien, lorsque les mères donc, ont été exposées, on va dire, dans leur jeune âge, entre 30 et 40 jours donc, à la morphine, eh bien, elles ont une modification de comportement vis-à-vis de la descendance, et notamment, elles vont moins bien s'en occuper, et ça va entraîner, donc, par exemple, vous voyez, donc, tout ce qui est le maternage, qui est décrit ici, on voit que les animaux exposés donc, à la morphine eh bien, vont moins bien s'occuper de leur portée, et ça va entraîner notamment aussi des comportements donc, au niveau de la descendance, en termes donc, de comportement de jeu donc, entre les différents entre guillemets, enfants. Vous voyez, donc on vient de voir des éléments génétiques, des éléments épigénétiques, aussi des phénomènes donc, de transmission transgénérationnelle indépendamment de l'épigénétique. Il y a bien entendu la pharmacogénétique. Alors la pharmacogénétique, donc, c'est finalement c'est prendre en compte le métabolisme de chacun de nous par rapport donc, à un médicament et donc prescrire le bon médicament à la bonne dose, à la bonne personne. C'est donc une médecine personnalisée. Et vous savez qu'il existe de nombreux gènes qui sont impliqués dans la pharmacocinétique des médicaments, par exemple avec ici le cytochrome 2D6, mais il y en a plein d'autres, bien entendu. On les retrouve ici, notamment le cytochrome 3 à 4, qui est impliqué notamment dans le métabolisme de la méthadone. Et on va voir que l'activité donc propre à chacun de nous donc vis-à-vis de ces cytochromes va conditionner la réponse vis-à-vis donc soit risque de développer donc une dépendance ou tout simplement une action antalgique. Par exemple, lorsque vous avez, vous voyez, donc des médicaments comme le tramadol, on l'a évoqué lors des précédentes communications, ou de la codéine, qui sont des sortes de prodrogues, puisque finalement, donc, on voit ici le tramadol qui va être transformé en orthodéméthyltramadol, qui est bien plus puissant encore, qui a une affinité 200 fois plus importante pour les récepteurs mu que le tramadol lui-même, ou encore la codéine qui va être transformée en morphine. Eh bien, on voit bien que la transformation donc, de la prodrogue, entre guillemets, eh bien, va être déterminée, voyez, par l'activité du cytochrome. Et on a comme ça donc, des personnes qui sont des métaboliseurs ultra rapides, et dans ce cas-là, ils vont avoir la production donc, du métabolite actif, donc beaucoup plus rapidement, à des doses beaucoup plus importantes, et voyez, avoir une analgésie plus importante, mais il y a la contrepartie, un risque d'intoxication, bien entendu, et un risque d'addiction plus important. Puisque si la concentration est plus importante, on va se retrouver avec l'effet de high, entre guillemets, ce qui est l'effet recherché donc, dans l'addiction. En revanche, voyez, si vous êtes métaboliseur lent, vous avez au contraire un effet donc, finalement, qui sera faible en termes d'antalgie ou d'addiction, parce que finalement, les concentrations seront plus importantes. Il faudra donc augmenter éventuellement les doses. Alors, vous voyez ce que je viens de vous dire, je l'illustre ici, donc les métaboliseurs rapides, voire les ultra-métaboliseurs rapides de tramadol, ont des concentrations d'orthométhyltramadol, donc qui est le métabolite actif, très augmentées. On voit ici, vous voyez, donc les différents statuts de métaboliseurs, avec ici, vous voyez, donc les métaboliseurs rapides qui permettent d'avoir des taux très élevés comparativement donc, à des métaboliseurs lents. Vous voyez, il y a vraiment une très grosse différence en termes de concentration. On a la même chose, vous voyez, avec l'oxycodone, donc, qui vont avoir des concentrations donc, augmentées d'oxymorphone et qui peut expliquer pourquoi ce médicament, finalement, peut donc, entraîner chez certaines personnes un risque plus important d'accrochage et de développement d'une addiction de type opioïde, telle qu'on peut l'avoir avec d'autres opiacés comme l'héroïne. Alors, donc je vous l'ai dit, voilà, donc on a ici le statut entre guillemets des métaboliseurs ultra rapides, donc un risque bien entendu d'intoxication, un risque d'addiction. Et lorsqu'on regarde finalement donc quel est le statut dans les différentes populations, chez les Caucasiens, vous voyez que ça correspond à 1 à 5% des Caucasiens, mais vous voyez qu'il y a des populations qui sont beaucoup plus concernées, par exemple donc les Éthiopiens ou d'Arabie Saoudite, où c'est 10 à 29% de la population qui est concernée par ce statut métabolisme ultra rapide. Donc on peut penser que là aussi, en fonction des pays, eh bien, on risque d'avoir là aussi donc, un panorama de consommation des produits, de développement des addictions qui sera différent en fonction justement des statuts de métaboliseurs rapides ou pas que l'on a au sein de la population. On peut avoir au contraire l'analgésie donc via le principe actif, via la molécule mère, et le métabolite est inactif. Alors,
là, on vous montre ici donc, le cytochrome P2D6, mais on pourrait dire la même chose avec la méthadone, hein, donc, qui est un autre cytochrome, où on le sait très bien, hein, dans notre pratique, on le voit très bien, des patients qui nécessitent, finalement, on sait très bien, donc, éventuellement une deuxième dose dans la journée, tout simplement parce qu'ils sont métaboliseurs rapides, et dans ce cas-là, ils vont se retrouver avec des concentrations de méthadone en fin de journée, voire au petit matin. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Et ce que l'on connaît aussi, c'est bien entendu donc, toutes les interactions médicamenteuses qui vont pouvoir induire ou inhiber ces cytochromes et finalement reproduire ces situations que l'on a, voyez, donc de manière naturelle. Et bien entendu, dans ce cas-là, lorsque vous êtes métaboliseur rapide, eh bien, vous avez l'effet inverse, métaboliseur lent, pardon, vous avez l'effet inverse, vous avez au contraire donc, potentiellement une analgésie importante et un risque toxique puisque vous avez l'accumulation du produit actif. Maintenant, je vais vous illustrer donc, la situation lorsqu'il existe ou pas une pathologie préexistante, et dans le cas bien entendu des antalgiques opiacés, l'existence ou pas d'une douleur. En gros, est-ce qu'un sujet douloureux a autant de risques de développer une dépendance aux antalgiques opiacés qu'un sujet non douloureux? Alors, on va voir donc quels sont les éléments de réponse, notamment sur le plan expérimental. Tout d'abord, vous voyez que lorsqu'on fait donc dans un modèle de douleur neuropathique, notamment par ligature du nerf sciatique, eh bien, vous entraînez toute une modification, vous voyez, finalement, donc, des systèmes, avec notamment ici, on voit l'activation de gènes immédiats, gènes précoces, le CEPHOS. Alors, le CEPHOS, c'est absolument non spécifique, mais ça permet de voir, dans une situation particulière, l'activation de certains réseaux neuronaux, et on voit ici une activation de CEPHOS, notamment donc, dans le cortex frontal, dans le thalamus, ou encore, vous voyez, dans la substance grise périaqueducale. Donc, la douleur elle-même s'accompagne bien de modifications, donc, on va dire, du système nerveux en termes d'expression de ces fausses dans certaines régions du cerveau. Alors, qu'en est-il maintenant de la réponse vis-à-vis des opiacés? Eh bien, ce qui est très intéressant, cette fois-ci, donc, à nouveau, donc, on utilise le modèle de la ligature du nerf sciatique chez les souris. Eh bien, l'effet antalgique est plus important lorsque vous avez une neuropathie, entre guillemets, lorsque vous avez donc, une atteinte du nerf, que lorsque vous n'en avez pas. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez que la réponse donc, en termes de réponse antalgique, elle est différente selon qu'il existe ou pas une douleur associée. Et ça, vous voyez, donc c'est sur une courte période, bien entendu qu'on évalue ça, vous voyez, donc le temps après une administration du médicament, hein, c'est de la morphine. Et qu'en est-il lorsqu'on donne de manière répétée, vous voyez, sur plusieurs jours? Eh bien, lorsqu'il y a la neuropathie, vous ne développez pas de tolérance. Lorsqu'il n'y a pas de neuropathie, vous développez une tolérance. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Donc la réponse donc, vis-à-vis des effets antalgiques est différente, et le développement de la tolérance est lui aussi différent selon qu'il existe ou pas une douleur associée. Alors, vous voyez ici, ce qui est très intéressant, donc on voit aussi la libération, vous allez me dire, donc ok, on comprend, donc manifestement il se passe des choses au niveau de la douleur, que se passe-t-il maintenant au niveau des phénomènes addictifs? Eh bien, je vous l'ai décrit tout à l'heure, donc la libération de dopamine dans le circuit de la récompense, et ici le noyau accumbens, eh bien, est mesuré dans ce modèle, et on s'aperçoit, vous voyez, que lorsque, ici, vous avez, c'est une neuropathie induite donc, par du formaldéhyde, la formaline, eh bien, vous voyez finalement donc, que la libération de dopamine n'est pas importante. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de neuropathie, la libération de dopamine est plus importante. Donc, on a bien un phénomène de renforcement qui est plus important lorsqu'il n'y a pas de douleur associée. Et qu'en est-il maintenant de l'activation des structures impliquées, vous voyez, donc, dans la circuiterie potentiellement impliquée? Eh bien, on le retrouve, donc, l'activation du CEPHOS dans ces différentes structures. Alors, vous voyez que je vous montre un certain nombre de modifications, et qu'en est-il maintenant du test de préférence de place? Alors, préférence de place, en gros, on a donc un système à deux compartiments. Il y a un compartiment où il y a l'administration de morphine, de l'autre côté, c'est l'administration plutôt de sérum physiologique. Eh bien, l'animal, eh bien, s'il aime bien le produit, il va aller plutôt dans le compartiment où il reçoit donc la morphine. Eh bien, là, pareil, regardez ce qui est très intéressant. Lorsque les animaux ont une neuropathie induite, eh bien, vous voyez qu'ils ont une préférence de place nettement inférieure par rapport à des animaux qui n'ont pas de neuropathie.
donc les animaux qui n'ont pas de neuropathie, vont aller effectivement vers le compartiment où il y avait donc l'administration de morphine. Vous voyez donc des modifications comportementales, des modifications neurochimiques et des modifications en termes d'effets pharmacologiques qui sont très différents selon qu'il existe ou pas de douleurs associées à la consommation de morphine. En conclusion, eh bien, vous voyez que nous avons des arguments, bien entendu, pour l'existence d'une prédisposition génétique à l'addiction aux opioïdes, qu'il existe bien des modifications de l'expression génétique. Nous ne sommes que la résultante, bien entendu, de notre patrimoine génétique et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Mais l'environnement, c'est beaucoup de choses, vous l'avez compris, c'est y compris, donc, bien entendu, l'accès donc, aux produits, que les effets addictogènes sont variables selon de multiples facteurs, que la transmissibilité transgénérationnelle, vous voyez, qui n'a pas été vraiment pris en compte, ou pas suffisamment en tout cas, doit être mieux explorée, qu'il existe, vous voyez, donc différence des groupes à risque en termes de métabolisation des médicaments, qui exposent non seulement à des risques toxiques, et on le voit avec les modifications donc d'arrivage, donc de produits, donc de comportements associés, et donc d'addiction, et que on le voit, et finalement, à travers ces arguments, ces travaux expérimentaux, et bien, lorsque vous avez une douleur associée, et bien, il y a un moindre risque de développer donc une addiction aux opioïdes, par rapport donc à des sujets qui, eux, n'ont pas de douleur ou une douleur pour laquelle la prescription n'est pas adaptée. Et donc, dans le futur, eh bien, il faudra, bien entendu, donc, envisager un traitement antalgique personnalisé, justement, qui tient en compte ces différents éléments pour éviter à la fois donc, toute dérive d'utilisation de ces médicaments. Je vous remercie de votre attention.